Tu regardes les mauvais films. Dis-moi combien de fois tu t'es retrouvé à scroller sur Netflix pour finalement ne rien regarder. Et pourtant, chaque soir, tu passes à côté de films qui pourraient littéralement te changer la vie. Mes proches savent tous que j'adore le cinéma et il y a toujours quelqu'un qui va me demander une idée de film à regarder. Mais à chaque fois, je suis archi frustré parce que j'ai une liste de films interminable qui pourraient littéralement changer leur perception du cinéma à jamais. Mais mes potes, eux, ils savent pas ce qu'ils veulent. Il est temps que ça s'arrête. Donc j'ai décidé d'en faire une série sur YouTube. Aujourd'hui, je te parle des films qui te retournent le cerveau. Ceux qui te hantent bien après le générique de fin et qui restent bloqués dans un coin de ta tête pendant des jours et des jours. Donc si t'es dans un mood introspectif, que t'as envie de remettre en question toute ton existence en fixant ton plafond, aujourd'hui je te parle de 3 films que tu dois voir avant de mourir. Bon, par contre, petit trigger warning, pas de panique, mais il n'y a aucun spoiler ici. Je vais juste assez loin pour vous donner envie de voir ces films, mais si vous pensez que j'en dis trop, détendez-vous. Ce que vous allez entendre, c'est à peine 5% de l'histoire. Ce qui vous attend, c'est encore bien pire. Ah oui, et si tu te rends compte que t'as déjà vu les films dont je parle, t'inquiète pas, tu peux rester, la vidéo est aussi faite pour toi. Bon, vous le savez, on est sur une chaîne de cinéma, et qui dit cinéma en 2025 dit plateforme de streaming. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on a accès qu'à une toute petite partie minuscule du catalogue Netflix par exemple. Et personnellement, j'en avais ras-le-bol d'attendre 6 mois et d'être frustré parce qu'aux États-Unis, ils ont tous les meilleurs films bien en avance. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, l'expert en déblocage de contenu géorestreint. Vous voulez accéder au catalogue Netflix américain ou regarder les courses de moto sur des chaînes de télévision belges? Et bah aucun problème, grâce à leurs 11 000 serveurs dans plus de 100 pays. Vous pouvez changer votre emplacement virtuel en quelques clics et profiter du catalogue américain ou de n'importe quelle bibliothèque pas disponible dans votre région. Mais c'est pas tout parce que CyberGhost VPN c'est aussi un bouclier numérique. Protéger ses données en ligne n'a jamais été aussi simple ni aussi important. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger tout votre trafic vers un tunnel sécurisé. Résultat, vous devenez complètement invisible en ligne, même sur des Wi-Fi publics comme ceux des cafés ou des aéroports par exemple. Et en plus, avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette ou même votre Smart TV ou votre console. Et tout ça pour un prix de 2,03 € par mois, grâce à une réduction exclusive de 83% et 4 mois offerts. Si vous n'êtes pas encore convaincu, CyberGhost est utilisé par 38 millions d'utilisateurs et ils ont une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Et en plus, ils proposent une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Donc cliquez sur le lien en description et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, on y retourne tout de suite. Howard a fait une énorme connerie. Howard, c'est qui? C'est un bijoutier juif new-yorkais et il possède une boutique à Diamond District. En gros, c'est un quartier de New York où il y a que des commerces de luxe et des clients hyper fortunés. Alors pourquoi ça s'appelle Diamond District? Tout simplement parce que c'est à cet endroit précis où tout le commerce de diamants et de pierres précieuses des États-Unis a lieu. Il y a des centaines de bijouteries, des ateliers de joaillerie et des marchands de diamants qui vous attrapent à chaque coin de rue. Et Howard, bah c'est un de ces gars-là. Et notre cher Howard, c'est pas du tout un businessman sérieux. Déjà, il est criblé de dettes. Il doit de l'argent à Arnaud, un prêteur sur gage pas très sympa, qui a engagé des hommes de main pour le surveiller. Il est addict aux paris sportifs et il joue avec des sommes qu'il n'a pas en prenant des risques insensés. Et sa vie personnelle? Bah c'est le chaos total. Il est marié avec Dina depuis des années, mais leur relation allait au point mort, à tel point qu'elle a prévu de le quitter après Pessa. Pessa, c'est une fête juive très importante. Mais pourquoi elle veut le quitter? Bah tout simplement parce que Howard se tape Julia, une jeune employée de sa boutique dont on ne connaît pas très bien les réelles intentions. En gros, il a une vie ultra bordélique qui va à 1000 à l'heure. Mais après avoir enchaîné coup foireux sur coup foireux, bah là Howard, il est persuadé qu'il a trouvé l'affaire du siècle. Et suite à plusieurs mois de négociations, il récupère une opale brute d'Éthiopie. Une pierre rare, estimée à plus d'1 million de dollars. En gros, c'est son échappatoire, c'est sa dernière chance pour esquiver les ennuis. Mais ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que c'est que le début des problèmes. Un soir, le basketteur Kevin Garnett, la superstar des Boston Celtics, entre par hasard dans sa boutique. Howard, il va lui montrer l'opale. Et immédiatement, Garnett, il est obsédé. Il est convaincu qu'elle a des pouvoirs mystiques et qu'elle lui apportera la victoire au final de la NBA. That's a sign. I need this. I need this from you. It's not for sale. I can't sell it to you. What do you mean it's not for sale? Alors Kevin il va insister pour récupérer l'opale le temps d'un soir, d'un match, et il propose sa bague de championnat en diamant comme garantie à Howard. Et Howard qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement dans la merde qu'il accepte. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va avoir la merveilleuse idée de mettre en gage la bague de Kevin contre de l'argent liquide, parce qu'il en a rien à foutre. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent liquide, à votre avis? Il va placer un énorme pari sur la victoire de Kevin Garnett et des Celtics
convaincu que boosté par l'Opale, l'équipe va remporter le championnat. Je vous remets en contexte, à ce moment-là, Howard il est à 2 doigts de tout perdre. Et vous savez quoi? Les Boston Celtics gagnent le match. Oh God, yes. Oh fuck. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Howard vient de décrocher la somme qui va tout régler. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. That'll be nice. You're gonna do the questions? More questions? Yeah. You practicing? I've been practicing. Je vous parle évidemment d'Uncut Gems, un film réalisé par Josh et Benny Safdie, produit par A24 et sorti en 2019 sur Netflix. Au casting, on retrouve Adam Sandler, Julia Fox, Kevin Garnett et même The Weeknd. Et si tu connais Adam Sandler uniquement pour ses comédies, eh bah oublie tout ce que tu sais de lui, parce que dans Uncut Gems, il livre la performance la plus impressionnante de sa carrière. Et pourquoi? Le film va à 100 à l'heure tout du long, et pour un comédien principal, c'est hyper difficile de tenir cette cadence. Il parle vite, il est toujours en mouvement, il est nerveux, imprévisible, il oscille entre assurance et panique, entre euphorie et détresse, et il incarne à la perfection un homme incapable de s'arrêter, même au bord du précipice. Howard n'essaye pas de résoudre un problème, mais une multitude de problèmes, et c'est ce qui donne cet effet de spirale infernale. Et le plus jouissif dans tout ce bordel, c'est qu'il arrive à être ultra touchant, alors que pourtant le personnage c'est un énorme connard. Son jeu est tellement naturel et réaliste que t'oublies totalement qu'il s'agit d'Adam Sandler. Il ne joue pas Howard Ratner, il est Howard Ratner. Et c'est exactement pour ça qu'il a failli avoir un Oscar pour sa prestation dans le film. Côté réalisation, le film a été tourné entièrement sur pellicule. On est sur une mise en scène ultra immersive. Exactement comme ses comédiens, la caméra est toujours en mouvement, collée au visage des personnages. Non mais ça a dû être hyper relou pour les acteurs en fait. Mais non, pas du tout. Parce qu'en gros, ils ont tourné avec des super longues focales, des gros zooms, pour pouvoir être à distance et laisser de la liberté aux comédiens. Et les frères Safdie, eux, ils utilisent pas de marquage au sol pour indiquer aux comédiens où se positionner par rapport à la caméra, comme dans 99% des productions. Non, là c'est la caméra qui se déplace par rapport aux comédiens. Et croyez-moi, ça change tout. L'ambiance sonore est chaotique, les personnages parlent en même temps, et ça c'est hyper rare dans les films d'ailleurs. Je veux dire, les dialogues se chevauchent sans arrêt et le bruit de la ville, il est présent à chaque scène. La colorimétrie est particulière, avec du grain et des couleurs grasses et saturées, qui vous font voir le monde à travers les lunettes bleutées du protagoniste. La BO du film, composée de musique électro et psychédélique, est un chef-d'œuvre à part entière. Bref, le film ne vous laisse aucun répit. La première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti une énorme montée d'adrénaline. J'étais stressé, angoissé, surtout les 10 dernières minutes. Alors on est d'accord, c'est des émotions négatives. Mais quand vous les ressentez par le prisme de l'art, eh ben ça a rien à voir. Parce que là, on ressent un plaisir énorme à se voir propulsé à l'intérieur de la vie du personnage, comme si on était une petite fourmi sur son épaule. Howard ne cherche pas à gagner, mais il cherche à ressentir l'excitation du jeu pour se sentir vivant. Uncut Gems, c'est un super bon film sur l'addiction, l'autodestruction et la sensation de contrôle. Et c'est surtout une leçon de cinéma. C'est de très loin le meilleur film qu'ait fait Netflix. Ah oui, et c'est aussi surtout un des plot twists qui m'a le plus laissé sans voix. Enfin, je veux dire, sans compter celui du film dont je vais vous parler juste après, bien sûr. Parce qu'à côté, c'est rien. Allez voir Uncut Gems. Enfin, si vous avez le cœur bien accroché. Imaginez-vous riche, plus que ça, immensément riche. Genre, vous vivez seul dans un manoir immense. Vous avez votre propre building avec votre nom dessus en plein centre de San Francisco. Tout le monde vous lèche les bottes, de votre voiture jusqu'à votre siège dans votre bureau au 18e étage. C'est une ribambelle de gens qui vous sourient et qui vous disent à quel point vous êtes beau. Vous êtes quelqu'un d'important. Et absolument tout dans votre quotidien est millimétré et minutieusement calculé parce que vous êtes à la tête d'un empire financier énorme. Tout semble parfait. Mais petit problème, parce qu'il en faut un, vous êtes seul et complètement dénué de quelconque émotion, incapable de vous attacher, de ressentir, d'aimer. Bref, vous ne savez pas si vous êtes heureux ou non tellement votre quotidien est le même et tellement vous l'avez banalisé. Eh bien, vous venez de vous imaginer quelques secondes dans la vie de Nicolas Von Horton, un homme d'affaires froid et méthodique qui incarne la réussite dans ce qu'elle a de plus impersonnel. Nicolas ne laisse jamais place à l'imprévu ni aux émotions, mais il traîne derrière lui un passé assez particulier parce qu'en gros son père s'est suicidé en sautant d'un toit à l'âge de 48 ans. Et vous savez quoi ? Le film prend place le jour du 48e anniversaire de Nicolas. Une journée assez banale comme les autres, jusqu'à ce que son frère Conrad réapparaisse dans sa vie après des années sans nouvelles
pour passer cette journée d'anniversaire avec lui. Alors ils vont aller déjeuner ensemble, ils discutent un petit peu, et puis Conrad, pour marquer l'occasion, il va lui offrir un cadeau assez étrange. Un jeu organisé par une mystérieuse société, la CRS, Consumer Recreation Services, et il lui assure que le jeu va changer sa vie et qu'il le regrettera pas, puis il disparaît. Alors Nicolas est lui rionné, vous commencez à le connaître, il range la carte dans le fond de sa poche, il rentre chez lui passer la soirée, seul, comme d'habitude. Mais Nicolas il a vraiment personne à qui parler, donc ses pensées elles tournent en boucle dans sa tête. Là il repasse la journée, du début à la fin, il y repense à cette carte. Mais sa curiosité l'emporte, donc le lendemain Nicolas, il va pas se rendre à son travail, non, il se rend dans les bureaux hyper modernes d'ailleurs de la CRS. Et puis là on va lui faire subir une batterie de tests psychologiques et physiques ultra poussés. Il est interviewé, analysé et filmé sous tous les angles. Mais personne va lui dire en quoi consiste réellement l'expérience, non. Et puis au bout de quelques heures, on lui annonce la nouvelle, il n'a pas été retenu. Et ça, c'est bien la première fois qu'on dit non à Monsieur Van Horton, ce qui lui laisse un goût très amer en bouche. Alors il prend sa voiture, il rentre chez lui, il revient sur son canapé, il sert un verre de whisky, puis il allume la télévision pour décompresser. La présentatrice de journal télévisé l'interpelle par son nom, à travers l'écran. Il commence à comprendre que quelque chose tourne pas rond quand il sort son stylo et que son stylo refuse d'écrire. Enfin bref, il lui arrive plein de petits événements qui deviennent de plus en plus inquiétants jusqu'à ce qu'il renverse une femme quelques jours plus tard en rentrant d'un restaurant. Christine. Elle s'appelle Christine, celle qu'il a renversée. Alors oui, Nicolas, il a pas beaucoup de cœur, mais là il culpabilise, il va l'aider, il discute un petit peu avec elle, alors elle lui dit que c'est une des serveuses du restaurant dans lequel il vient de dîner, mais il va se rendre compte qu'en fait, elle est pas si banale que ça, Christine, non. Parce que Christine, elle fait partie du jeu. Bon là, Nicolas, il est pris de panique, il veut en savoir plus sur CRS, il comprend rien, et puis tout s'accélère, ses comptes en banque sont gelés, vidés, son passé refait surface, sa propre maison devient un piège, Nicolas voulait du contrôle, et dans The Game, il va découvrir ce que ça fait de tout perdre. Qu'est-ce qui se passe ? Bordel. The Game, réalisé par David Fincher en 1997, est conçu pour faire perdre au spectateur tous ses repères, en même temps que le protagoniste, brillamment interprété par Michael Douglas. On connaît le réalisateur pour Seven ou Fight Club dans les années 90, puis pour Gone Girl ou The Social Network dans les années 2000, mais peu de gens ont vu The Game, un chef-d'œuvre oublié qui est passé à la trappe pour des raisons qui m'échappent. Le film a pour unique but de vous rendre paranoïaque. Chaque indice a une signification, rien n'arrive par hasard, et on cherche à rassembler toutes les pièces du puzzle au fur et à mesure pour tenter de comprendre ce qui arrive à Nicolas. Et des choses, Dieu sait, qui lui en arrivent. Le film démarre comme ça. Have a nice day. Et à un moment donné, ça vrille et il se retrouve dans cette situation. Chaque nouvel indice remet en question tout ce qu'on pensait avoir compris. C'est impossible de deviner à l'avance ce qui va se passer dans The Game. Et c'est ça qui est kiffant. On élabore toutes les théories du monde au fur et à mesure du visionnage, et puis chaque élément de réponse apporté par le scénario vient te dire « Non, mon grand, attends, je suis David Fincher. Tu pensais vraiment que t'allais pouvoir deviner mon film à l'avance, là ?» On est manipulé en même temps que le personnage principal, et quel plaisir! Dès le départ, Fincher veut nous faire ressentir le contrôle total de Nicolas sur son environnement. Tout est cadré, structuré, figé, mais à mesure que le film avance et que ce contrôle lui échappe, la mise en scène incarne cette dégradation. Les mouvements de caméra deviennent plus nerveux, le montage s'accélère, multipliant les cuts et les moments de confusion, et la caméra à l'épaule est même utilisée dans certaines scènes pour accentuer le chaos. Au-delà de son intrigue, The Game c'est une réflexion profonde sur la nature du contrôle, de la perception et du sens de la vie. Nicolas représente le stéréotype d'un businessman froid et déconnecté qui n'entretient plus aucun lien émotionnel avec son entourage. Il traite ses employés avec distance et mépris. Il a aucun ami et il accorde aucune importance aux relations humaines. Et The Game va le forcer à renouer avec son humanité en le plongeant dans des situations où l'argent, la logique et le statut social ne lui sont d'aucune aide. Tout ce qu'il possède lui est retiré progressivement jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de réagir en tant qu'homme et non plus en tant que businessman. En vrai, The Game soulève des questions quand même assez profondes et universelles, à savoir est-ce qu'on est vraiment maître de notre destin ou alors est-ce qu'on vit dans une illusion de contrôle? À quel point notre perception de la réalité peut être manipulée et est-ce qu'un choc émotionnel peut suffire à nous faire renaître en tant qu'individu? David Fincher signe ici l'un des thrillers psychologiques les plus marquants de son époque, une œuvre qui déconstruit la notion de contrôle et de la réalité et qui te laisse sans voix avec plus de questions que de réponses. The Game est une expérience intense, troublante et immersive qui se révèle encore plus fascinante à chaque visionnage. En gros, si vous avez adoré Gone Girl, Fight Club, Shutter Island, Inception et compagnie, The Game est fait pour vous. On parlait de plot twist avant avec Uncut Gems, et ici, on parle de véritable choc narratif. Tu penses déjà avoir deviné la fin du film? Fais-moi confiance parce que crois-moi, t'es à des kilomètres de la vérité. Et si vous pensez que Nicolas perd pied, attendez que je vous parle du plus grand manipulateur de l'histoire du cinéma.
Mais avant de passer au troisième et dernier film, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a aidé à savoir ce que vous allez regarder pendant les 3 prochains jours. Et passez aussi faire un tour sur mon Instagram, mon Letterboxd, sur lesquels je vous parle régulièrement des films qui m'ont marqué pour vous donner envie de les voir. Et surtout, rejoignez ma communauté Discord, on est une centaine de passionnés de cinéma, mais que tu sois expert, novice, amateur, comédien, réalisateur, tout ce que tu veux. On fait des débats sur des acteurs, des actrices, des films qu'on a vus récemment, et il y a même une section dédiée pour les films à regarder quand t'as aucune inspiration. Bref, tous mes liens sont dans la description. Et si je te disais que le plus grand psychopathe du cinéma ne tue personne? Pendant mes études de cinéma, j'ai découvert énormément de films parce que je voulais en voir le plus possible pour pouvoir étudier les comédiens à l'intérieur et m'en servir pour améliorer mon propre jeu d'acteur, parce que oui, je suis aussi comédien. Et parmi l'immense liste de films que j'ai bouffé pendant ces 3 années d'études, un d'entre eux a particulièrement retenu mon attention, et pas uniquement parce que le personnage principal porte le même prénom que moi. Louis Bloom, c'est un mec solitaire et marginal qui vit à Los Angeles. Et il survit en commettant des petits délits à droite à gauche et en revendant du matériel volé. Il est archi intelligent, genre vraiment très smart, mais il a pas d'emploi et il cherche désespérément un moyen de s'enrichir rapidement parce qu'il supporte pas sa situation actuelle. Il passe son temps à assimiler des informations, à apprendre tout ce qu'il peut grâce à internet et il développe une vision très calculatrice des relations humaines. Mais dès les premières secondes du film, ce qui nous marque directement, c'est son manque d'empathie. Il parle avec un ton robotique, froid et détaché, comme s'il récitait un texte, et il semble incapable de louer des liens authentiques avec les autres. What I believe, sir, is that good things come to those who work their asses off, and that people such as yourself who reach the top of the mountain didn't just fall there. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. Un soir, alors qu'il roule sans but réel dans la ville, comme tous les soirs, et bah là il va assister à un accident de voiture. Alors l'accident en soi, lui il s'en fout, hein. Je viens de vous dire qu'il était un peu chelou. Non, ce qui va le fasciner, c'est l'équipe de Nightcrawlers qui le voit débarquer. Des vidéastes indépendants qui filment des scènes de crimes et d'accidents pour les revendre aux chaînes d'information locales. Et là Louis, il va péter un plomb en comprenant qu'on peut se faire de l'argent de cette manière, et ni une ni deux, il décide que c'est sa destinée. Bon alors même s'il a aucune expérience, ça change rien, il est ultra déterminé. Il va voler un vélo, puis le revendre pour s'acheter une caméra et un scanner de la police sur le marché noir. Il se branche sur les fréquences des urgences et il a un seul but, se rendre sur les lieux des accidents avant tout le monde. Bon alors ses premiers enregistrements, ils sont amateurs, mais il va quand même réussir à vendre ses images à Nina. Nina, c'est la directrice des informations d'une chaîne de télévision locale. Et Nina, elle a beaucoup d'assurance, mais elle doit s'avouer un peu abattue par les chutes d'audience de sa chaîne, alors elle va accepter les images choquantes que lui ramène Lou, malgré leur caractère éthique et discutable, parce que forcément, ça attire énormément l'attention du public. Et elle va même lui dire ça à un moment donné. We find our viewers are more interested in urban crime, creeping into the suburbs. What that means is a victim, or victims, preferably well off and white, injured at the hands of the poor or a minority. Et cette phrase, elle va marquer Lou, et pas en bien. Et elle va même déclencher quelque chose de très mauvais chez lui. Il comprend la mécanique, et il comprend que plus ces images sont choquantes, plus elles ont de valeur. Alors il va recruter Rick, un jeune homme naïf et désespéré, qu'il paye une misère pour l'assister. Il commence à arriver de plus en plus tôt sur les scènes d'accidents et de crimes, et parfois même avant la police. Et il trafique ces images, il va modifier les scènes pour les rendre encore plus dramatiques. Et Lou n'a aucune limite. C'est un véritable prédateur et plus il chope d'images exclusives, plus il gagne d'argent. Et du coup, ça va devenir une vraie société. Il va s'acheter une super voiture de sport pour être encore plus rapide et arriver encore plus vite. Il pousse l'opportunisme à l'extrême et il va même aller jusqu'à manipuler les événements pour générer du contenu. Vous commencez à comprendre? Le film, c'est Nightcrawler, le réalisateur c'est Dan Gilroy et l'acteur principal, vous l'avez reconnu, c'est Jake Gyllenhaal. Ça sort en 2014 et le film est malaisant, mais surtout brillamment exécuté. Au début, on suit un simple opportuniste, prêt à tout pour réussir, puis il devient manipulateur de la réalité, et enfin, véritable architecte du chaos. En tant que spectateur, on est en dilemme constant, parce qu'à la fois on est fasciné par l'intelligence de Louis, mais à la fois on ne peut être que terrifié par son manque d'humanité. Nightcrawler met en scène un véritable psychopathe, qui arrose sa plante tous les matins dans l'unique but de mimer les comportements humains, parce qu'il n'arrive pas à les adopter naturellement. Jake Gyllenhaal, il livre ici une de ses meilleures prestations, il passe tout le film à jouer un homme qui essaie d'être normal, et ça se voit, tout comme ça se voit quand quelqu'un de bourré essaie de faire croire qu'il ne l'est pas, c'est la même chose. Et c'est précisément là où son jeu est brillant. Il y a une scène dans le film où il va draguer le personnage de Nina dont je vous parlais un peu plus haut, et regardez l'attitude qu'il adopte, ce qu'il lui dit et comment il lui dit. I bet you're beautiful any time of the day. In fact, I'd say you're much prettier than Lisa Mays. I like the dark makeup on your eyes. I also like the way you smell.
Dans cette scène, la tension est extrêmement présente, la scène est malaisante, on comprend qu'il veut pas vraiment Nina comme partenaire pour sa soirée, mais qu'il l'utilise comme un objet pour arriver à ses fins. Lou Bloom est un des anti-héros les plus terrifiants du cinéma moderne, et un des manipulateurs les plus méthodiques qu'un scénario ait pu imaginer. Et j'ai une question pour vous. Comment on joue un psychopathe? Genre on prend un air terrifiant, on trouve des habits bizarres, on fait des grimaces, on modifie sa voix? Bah non, si vous faites ça, vous êtes complètement dans le faux, c'est horrible. Si vous êtes comédien et que vous devez jouer un psychopathe, faites jamais ça. Je veux dire, on parle d'une réelle pathologie mentale. Alors comment on interprète une réelle pathologie mentale? Les psychopathes sont généralement déconnectés des émotions normales. Ils ressentent ni remords, ni culpabilité, ni peur, mais ils savent parfaitement imiter ces émotions pour manipuler les autres. Et voilà les traits de la psychopathie. Un calme absolu, même dans des situations extrêmes. Un regard fixe et qui semble analyser chaque détail. Un langage précis et contrôlé, sans aucune hésitation, une absence de stress apparent, même face au danger, et une incapacité à se mettre à la place des autres, sauf si cela sert leurs propres intérêts. Et selon moi, il y a 3 acteurs qui ont réussi à jouer cette pathologie à la perfection au cinéma. Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux, Javier Bardem dans No Country for Old Men, et Jake Gyllenhaal dans Nightcrawler. On est ici dans un film où la ville de Los Angeles est plongée dans une nuit constante, où le sentiment de voyeurisme est poussé à l'extrême, où le montage évolue en même temps que son personnage, allant de plans larges et calmes au début vers des plans serrés et un montage nerveux à la fin. Et vous l'aurez compris, mais Nightcrawler n'est qu'une immense critique du journalisme moderne et de la manipulation des médias. Le film nous force à regarder en face une réalité dérangeante dans un monde où l'information est devenue un produit et où le drame et l'horreur se vendent mieux que la vérité. Louis Bloom est un monstre, mais est-ce que c'est pas aussi un modèle de succès dans le monde d'aujourd'hui? Et si le vrai monstre du film, au final, c'était pas Louis Bloom, mais nous, spectateurs? Si vous êtes arrivé jusque là, vous êtes officiellement un cinéphile en devenir. Mais avant de clôturer la vidéo, on va faire un petit jeu, on va tester ton instinct. Je vais te parler de 3 événements qui se sont produits sur les tournages de ces films, mais un seul est faux, à toi de trouver lequel et de me le dire en commentaire. Adam Sandler a failli se faire péter le nez pour de vrai sur le tournage d'Uncut James, David Fincher a tourné The Game dans l'ordre chronologique pour déstabiliser son acteur principal, et Jake Gyllenhaal a perdu 15 kilos et dormait 3 heures par nuit pour rentrer dans le rôle de Nightcrawler. Réfléchis bien et mets en commentaire le numéro de l'info qui est fausse. Je likerai les bonnes. Allez voir au moins un de ces 3 films, je vous en conjure, et conseillez cette vidéo à vos potes qui vous demandent des idées de films à regarder. Comme ça, on crée une sorte de boucle et plus personne n'embête personne. Vous l'aurez compris, mais aujourd'hui on parlait des anti-héros du cinéma. Et bon sang, qu'est-ce que c'est fascinant quand c'est bien joué. La série de vidéos s'appellera Classics. Et le but, c'est de vous parler de certains films pas forcément ultra connus, avec une thématique globale par épisode. Alors dites-moi en commentaire le thème que vous voulez que j'aborde dans le prochain épisode, et surtout dites-moi ce que vous avez pensé des films dont je vous ai parlé aujourd'hui une fois que vous les avez vus. Si la vidéo vous a plu, je vous redemande encore une fois de mettre un j'aime et de vous abonner. N'oubliez pas de passer faire un tour sur le Discord, j'adore discuter avec vous, et c'est le seul soutien que vous puissiez m'apporter pour que je continue à vous parler de cinéma encore et encore. Encore un énorme merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez protéger vos données et accéder à un monde de contenu exclusif ou regarder tous les films dont je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est le moment ou jamais. Et vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Je vous ai mis le lien dans la description. C'était Louis, merci beaucoup pour votre temps.